Également les membres du bureau, remercier les membres de l'ANPAP. L'ASMAP, c'est une continuité de l'ANPAP, ça a été dit hier, et je les félicite pour le choix des thématiques. Et justement, cette matinée est consacrée à une pathologie dont la morbidité est importante, qui reste sous-diagnostiquée, et parfois un retard diagnostique, qui dit retard diagnostique, donc un pronostic moins bon, avec répercussions sur la fonction pulmonaire et la qualité de vie. Et donc cette session va être modérée par professeur Salimi, professeur Tedmouri et professeur Harraq. Donc la pathologie de cette matinée va porter sur les bronchiectasies de l'enfant. Et sans tarder, et c'est avec un grand honneur que j'introduis mon maître, le professeur Abid, Rani An Tarif, professeur chef de service de la pédiatrie 1 au CHU Abdrahim Harouchi de Casablanca, et l'intitulé de la présentation, définition, cadre nosologique et état des lieux. À vous la parole, Oustad, vous avez 15 minutes. Merci, Madame la Présidente. Actuellement, je suis dans le secteur libéral depuis 18 ans. J'ai été au CHU pendant 26 ans et secteur libéral pendant 18 ans, donc ça fait plus de 40 ans. Alors, cette présentation, je l'ai déjà faite il y a 22 ans. Et je ne pense pas que je vais amener quelque chose de nouveau par rapport à ceux qui étaient présents en 2002. Donc, la définition classique anatomopathologique est toujours la même. C'est une dilatation permanente et irréversible du calibre de la branche, due à une désorganisation des structures musculaires, élastiques et cartilagineuses de la paroi bronchique. Et cette désorganisation, elle est associée à un processus infectieux, inflammatoire, qui est presque permanent, qui est chronique. Et parfois entrecoupé par des exacerbations aiguës. Alors, quand je dis irréversible, en général, très peu réversible, sauf peut-être chez l'enfant, où dans beaucoup de séries, il y a possibilité de guérison ou d'une vraie stabilisation. Alors, si c'est des DDB qui touchent l'enfant, si ce sont des lésions légères, d'aspect cylindrique, de cause surtout localisée, donc post-corps étranger ou post-pneumonique, et dans le diagnostic et la prise en charge ont été très énergiques et précoces. Voilà de très belles images de bronchiectasie à la bronchographie qu'on faisait jadis, mais aujourd'hui qu'on ne fait plus parce que c'est un examen qui est invasif, c'est un examen qui est très astreignant, et maintenant, depuis l'avènement du scanner, la bronchographie a été totalement abandonnée. Et on voit bien les trois types morphologiques des bronchiectasies. Vous avez la forme cylindrique, aspect tubulé, avec des parois qui sont linéaires. En haut, vous n'avez pas de bronchiectasie, vous voyez les divisions, tout ça, mais en bas, on a un tassement, c'est ce qu'on appelle les bronchiectasies cylindriques. À côté, vous avez les bronchiectasies qui sont moniliformes ou variqueuses. Vous avez une partie de sténose, une partie de dilatation, une partie de sténose, une partie de dilatation. Et vous avez enfin, ce qui est catastrophique, c'est les dilatations qui sont kystiques, saculaires, et vous voyez bien le niveau hydraulique. Ce sont de très belles images de bronchographie, et ça vous montre ce que c'est dilatation des branches. Si vous êtes là, il y a un espoir
de stabilisation, de guérison. Mais si vous êtes là, je pense que le traitement, c'est un traitement qui va être presque permanent, agressif, très large. Donc l'antibiothérapie, là, ça sera difficile. Dès qu'on arrête, dès qu'il y a une poussée virale ou quelque chose comme ça redémarre. Il y a plusieurs questions qui sont posées, mais j'en retiens deux. Dilatation des branches, c'est toujours un stade évolutif, toujours un stade séquelaire, parce que dilatation des branches, ce n'est pas une maladie originelle en soi. C'est une pathologie qu'on retrouve dans la plupart des pathologies respiratoires chroniques. Dans la précocité diagnostique, et si on fait une prise en charge précoce et énergique, ça permet de prévenir ces DDB. Donc c'est un stade évolutif. Jamais une maladie originale, sauf pour les anomalies congénitales, mais qui sont exceptionnelles. La deuxième question est celle de la prévalence, qui est très mal connue, très sous-estimée, parce qu'on sous-diagnostique souvent les dilatations des branches. Et ça, même dans les pays occidentaux. Il y a des écrits qui vont vous dire que c'est une pathologie rare, c'est devenu même une maladie orpheline. Il y a d'autres équipes qui disent non, c'est une maladie qui réémerge, qui est toujours là. Moi, je dirais qu'au Maroc, on va le voir tout à l'heure, c'est une pathologie qui reste fréquente dans les services qui sont spécialisés en pneumologie et en maladies infectieuses. Services spécialisés dans cette pathologie, de temps en temps, il y a des cas de dilatation des branches qui sont hospitalisés. Diminution des cas, on dit qu'on ne les voit plus parce que c'est grâce à la vaccination généralisée contre la tuberculose, contre la rougeole et contre la coqueluche. Et dans notre pays aujourd'hui, on est à plus de 95% de couverture vaccinale. Depuis maintenant, ça fait 20 ans. Et l'utilisation large de l'antibiothérapie dans les infections respiratoires. Ces deux facteurs ont fait que, théoriquement, les dilatations des branches diminuent de fréquence. L'augmentation des cas actuels serait plutôt avec les moyens diagnostiques qui sont de plus en plus faciles. En l'occurrence, la TDM thoracique à haute résolution. On avait d'abord la TDM tout à fait classique et 7-8 ans après, en 2010, la TDM à haute résolution dans tous les hôpitaux du Maroc, dans toutes les cliniques privées. Et donc, une fois qu'on demande ça, le radiologue vous répondra, il y a des dilatations des branches et c'est à ce moment-là que commence la prise en charge. Ce tableau-là, que j'aime toujours, je l'aime par sa clarté et sa simplicité. On vous divise les deux dilatations des branches en congénitale génétique. Il est ancien, mais il est très clair. Et acquise génétique, vous avez les maladies classiques, muco, dyskinésie, déficit immunitaire, et vous avez quelques anomalies de la paroi bronchique. Acquise, c'est ce que je disais tout à l'heure, après tuberculose, après coqueluche, après rougeole, après adénovirus. Obstructive, si on ne fait pas le diagnostic d'un corps étranger, par exemple, s'il reste en place pendant 2, 3, 4 mois, il génère dilatation des branches. Et vous avez bien sûr toutes les autres pathologies, inhalation, traction, inflammatoire, dans certaines maladies inflammatoires. Uniquement. Et là, nous avons d'éminents allergologues et pneumologues qui connaissent bien l'asthme. Est-ce qu'il y a une relation, effectivement, entre l'asthme et on dit l'asthme, surtout hypersécrétant, avec des bouchons de mucus qui vont boucher et qui peuvent générer des dilatations des branches. Et on voit souvent des enfants qui sont asthmatiques et en plus, on exige qu'un enfant asthmatique, la radiothorax, il doit être normal. Mais parfois, on a des enfants, on est presque dans le domaine de la PCO, dans l'asthme, la bronchite bactérienne chronique, parfois ça va jusqu'au poumon détruit.
Quoi que l'on fasse comme bilan étiologique, qui est très exhaustif, très coûteux, entre 30 et 60%, on ne trouve rien. Et on dira, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'idiopathique? Et même si c'est des idiopathiques, une grande partie peut-être que c'est des séquelles de virose. Voilà le premier congrès en 2002, dilatation des branches. Le deuxième congrès, celui d'aujourd'hui, en 2024. Et donc, là, c'est uniquement pour dire, est-ce qu'entre ce congrès et entre ce congrès, il y a maintenant 22 ans, est-ce qu'il y a un état d'avancement? Est-ce que nous prenons en charge beaucoup mieux aujourd'hui la dilatation des branches qu'il y a 22 ans? On va le voir sur le moyen diagnostic et même au niveau de traitement. Même si on a des moyens diagnostiques, même si on a des moyens thérapeutiques, le problème, est-ce que c'est disponible là où on est? Prise en charge d'une dilatation des branches à Rabat, ce n'est pas comme à Tanger, ce n'est pas comme à Meknès, ce n'est pas comme à Oujda. Donc le plateau technique, il diffère. Les possibilités diffèrent. Et donc là, si les patients devraient se déplacer, on va parler d'accessibilité. Et en plus, ça va coûter parce qu'il y a beaucoup d'examens qui se font, mais qui se font dans le secteur libéral. Et même si on a les moyens, on parlera de problèmes d'observance. Classiquement, les circonstances radiocliniques, vous les connaissez, je ne vais pas les énumérer, je passe. L'examen numéro 1, diagnostic positif de dilatation des branches, c'est la TDM thoracique en coupe millimétrique, à haute résolution. Donc c'est l'examen de référence. Et comme ce que j'ai montré tout à l'heure à la bronchographie, vous avez les cylindriques, vous avez les moniliformes variqueuses, dilatation, rétrécissement, dilatation, et vous avez les kystiques. Donc, ce que montre le scanner aujourd'hui, c'est ce que montrait la bronchographie jadis. L'endoscopie respiratoire, c'est l'examen qui a le plus pris d'ampleur. Ça se fait un peu partout, au moins dans les grands centres, dans les centres universitaires, et même dans le secteur libéral. Et là, on cherche un corps étranger, diagnostic tardif avec un syndrome d'alpinisation méconnu et ou négligé. C'est quelle tuberculose? De moins en moins aujourd'hui. On a beaucoup moins en moins de tuberculose chez l'enfant. On en a des cas, mais de moins en moins. Et parfois, on fait l'endoscopie pour aller voir le degré de la suppuration locale et on fait des prélèvements périendoscopiques et même parfois un LBA. Les tests laboratoires, le test numéro 1 de la mucose, c'est le test de la sueur. La maladie ciliaire, malheureusement, les explorations ne sont pas disponibles. Le test de la sueur, il n'est pas disponible partout. Et les dosages à la recherche d'indices militaires. Pour ceux qui n'ont jamais vu un test de la sueur, comment ça se fait? Vous avez la stimulation à la pilocarpine, ensuite le macroduct qu'on place au niveau de la partie qu'on a stimulée, on recueille la sueur et on fait le dosage. Maintenant, il y a des nanoducts qui font à la fois le prélèvement et le dosage. Et ça se fait dans la demi-journée. C'est très rapide. Et ce test-là, c'est un test pour une maladie. Positif, on est dans cette maladie. Négatif, on élimine la maladie. Bon, bien sûr, il y a des taux intermédiaires. On refait le test. Et le séquençage pour aller étudier les mutations du gène CFTR, ça, c'est les gros appareils d'aujourd'hui qui vont vous montrer toutes les mutations et les anciens appareils qui ne montrent que quelques mutations. Et maintenant, on n'est plus que dans la mutation, celle jadis, il y a 20 ans, qu'on connaissait en France. On a des mutations même spécifiquement marocaines. Voilà un laboratoire du secteur libéral à Casa, à peu près 1000 tests, 100 tests positifs. Donc sur 10 tests, on a un qui est positif. Et on disait, avant qu'on ait les tests de la sueur au Maroc, dans le Maroc, il n'y a pas de mycoviscidose.
Ce n'est pas comme les pays nordiques. Nous, un pays maghrébin, ce n'est qu'à travers les cas maghrébins en France, on faisait diagnostic de la mycoviscidose. Bien sûr, il y a les Tunisiens qui nous ont précédés. Et maintenant, on trouve la mycoviscidose un peu partout. Voilà un travail de Amel Hassani qui, avec nous, elle conclut que la mycoviscidose, malgré tout ça, reste une maladie mal connue par les médecins. Et qu'en 2006, elle a eu 79 patients diagnostiqués. À Rabat, c'est entre 40 et 50, à la même période. Et il y a quelques observations à Fès, à Marrakech, à Oujda, à Tanger, à Agadir. Et tous ces malades-là, ils ne viennent consulter qu'après une grande errance diagnostique et après une prise en charge qui est très tardive parce qu'il y a ce problème de test de la sueur qui n'est pas disponible. Il n'y a que 3 laboratoires, 2 à Casa et 1 à Rabat, qui font le test de la sueur. Donc si quelqu'un est à Tanger, il faut qu'il voyage pour venir à Rabat pour faire le test de la sueur. Et donc ça pose des problèmes, difficultés de prise en charge. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Il y a combien de décès? On ne sait pas. 12 décès. Quand même, c'est une maladie qui peut donner le décès, donc c'est pronostic. Voilà, et elle propose, est-ce qu'on ne peut pas faire un plan national des maladies rares? Moi, je ne peux pas dire que c'est une maladie rare. Elle est aussi fréquente qu'en Occident. Je ne sais pas si c'est considéré en Occident comme une maladie rare, maladie orpheline. Dosage, tout ça, j'en passe. Voilà, je vais vous montrer 4 séries et je termine. Je prends le service où je travaillais moi. C'était 1990-2001 à l'occasion du congrès. Et la période actuelle, de 2010 à 2020. De 2010 à 2020, Bousfiha et les gens qui travaillent avec lui, ils ont corrigé 131 cas. Ce qui fait qu'on reçoit 13 cas par an. Donc c'est un chiffre qui est pas mal. Et comme ces services-là, spécialisés en déficit militaire, c'est d'abord les déficits militaires qui hébergent. 39 cas, le tiers des cas, c'est des déficits militaires. VIH, il y a quand même 18 cas de mycoviscidose, encore des séquelles de tuberculose, encore des séquelles de rougeole et des cas de corps étranger méconnus. Et regardez la dyskinésie, un seul cas. Et il semble que dans les maghrébins, la dyskinésie est plus fréquente que la mycoviscidose. Parce que là, on ne fait ni microscopie optique, ni NO, ni microscopie électronique. S'il y a un situs inversus, on est orienté vers la dyskinésie. S'il n'y a pas de situs, on ne sait pas. Et pour les déficits immunitaires, ce sont surtout des déficits immunitaires humoraux. La période qui précédait celle-là, c'était pour le congrès, le premier congrès national, il y avait 131 cas suspects. À ce moment-là, on n'avait pas la disponibilité du scanner. Il y avait 81 cas confirmés, TDMHR. Et si je fais le calcul par rapport au nombre de cas par an, on est à 7,3. Et aujourd'hui, on est à 13. C'est parce que le service actuellement de Dr Bousfiha, il est pourvoyeur, il cherche des malades. Tout ce qui est pathologie pulmonaire chronique est adressé dans ce service. C'est pour ça qu'on a peut-être fait augmenter le nombre de cas. Et regardez, il y a toujours des militaires, corps étranger, séquelles, 2 cas de dyskinésie, reflux, asthme, et on ne faisait pas de test de la sueur à ce moment-là, aucun cas de mycoviscidose. C'est uniquement parce qu'on n'a pas un plateau technique pour pouvoir diagnostiquer. Ça, c'est un travail à Rabat. C'est une série qui m'a beaucoup plu, là aussi. 36 cas en l'espace de, disons, de 6 ans. Ça fait 7,2 cas par an. Test de la sueur. Et elle m'a plu parce que
Parmi les examens réalisés, quels sont ceux qui sont positifs? Tesla sur 36 faits, ça fait 7 cas de mucoviscidose. Alpha-1 antitrypsine, sur les 36, aucun cas d'alpha-1 antitrypsine. Je ne sais pas qui connaît bien cette maladie, un cas, 2 cas, j'en sais rien. Tuberculose, 4 cas sur 34, bilan immunitaire, 4 cas sur 32. Et chez Mme Hassani, cette habitude avec la mucoviscidose, on fait ce qu'on appelle des examens, des expectorations pour aller voir qu'est-ce qu'il y a comme germe. Et en général, on a des mophilus, du strepto et le pseudomonas pour la mucoviscidose. Voilà le service de Mme Al-Hafidi. Là aussi, c'est 125 cas en l'espace de 10 ans. Ça fait 12,5 cas par an. Déficit militaire en priorité, en premier. Mucoviscidose, séquelles de virose, inhalation de corps étranger et indéterminé dans une bonne partie des cas aussi. Service à Marrakech de Mme Draïssi Bouskraoui, une série de 45 cas, tous confirmés en l'espace de 13 ans, ça fait 3,5 cas par an. Alors qu'au Marrakech, je sais qu'il y a plus de population à niveau ADA, oui. Et quand je vois muco-déficit immunitaire, regardez, séquelles, aucune étiologie, 18%. Voilà, bon, on parlera tout à l'heure de l'antibiothérapie inhalée, de la kiné, des vaccinations. On parlera aussi, si vous voulez, de la chirurgie d'exérèse. Je vous remercie. C'est ce que j'ai essayé de faire, état des lieux actuel. Merci, professeur Avid, pour votre présentation claire et surtout d'avoir insisté sur la précocité du diagnostic et le fait d'améliorer les moyens de diagnostic. Je crois qu'on va regrouper les questions à la fin de la session. Donc, sans tarder, on va passer à la deuxième communication. Alors, merci, Madame la Présidente.